de gestion, sciences des fins et sciences des moyens, le grand détournement. Bonjour Armand Hatchuel. Bonjour. Armand Hatchuel, nous avons évoqué l'origine des sciences de gestion et cette relation fin-moyen telle qu'elle s'incarne notamment chez Fayol. Et puis il y a eu un grand détournement. Voilà. Et un grand détournement, c'est quand le management fait oublier l'administration. Et là, il y a un auteur, Linda Lurvik, qui s'émeut. Il s'émeut. Hein. Tout à fait. Il est en désaccord avec la traduction qui est proposée. Alors là, il se trouve qu'on a un document qu'on peut, très rare, exceptionnel presque. C'est que Fayol, évidemment, est très vite traduit en anglais. Et la première traduction conserve, alors le titre du traité de Fayol, c'est Administration industrielle et générale, qu'on va traduire Industrial and General Administration. Première traduction, c'est dans les années 30. Juste après-guerre, vu le succès de la pensée fayolienne aux États-Unis, nouvelle traduction pour le marché américain, en quelque sorte, qui vise le marché américain. Et là, la traduction n'est plus Administration industrielle et générale, traduit en anglais par General and Industrial Administration, mais General and Industrial Management. Bon, aujourd'hui, on se dirait, bah oui, entre Management Studies, Administrative Studies, ça circule. Mais non, c'est une très lourde erreur. Et là où le document est formidable, c'est que l'introducteur de Fayol, Linda Lurvik, qui introduit Fayol dans le monde anglo-saxon, fait une préface, on la lui demande, on comprend très bien qu'on lui demande cette préface, et il va dénoncer, mais sur 10 pages, il dénonce la traduction. Extraordinaire. Et pourquoi il dénonce la traduction? Parce qu'il dit le principe fayolien de base est trahi. Et ce principe fayolien, c'est que s'il y a une science administrative, elle ne peut pas être la science, se séparer en science des affaires privées d'un côté et science des affaires publiques de l'autre. Pourquoi? Parce que précisément, dans la représentation de Fayol, on ne peut pas avoir une science des moyens qui serait séparée d'une science des fins. Si, par exemple, on a besoin d'efficacité dans l'entreprise privée, on a aussi besoin d'efficacité dans l'administration. Si on a besoin d'être prévoyant, c'est-à-dire de voir loin, d'anticiper, de chercher à construire des systèmes de solidarité, on ne voit pas pourquoi on n'aurait pas besoin de les avoir dans un cas et dans l'autre. Et le langage fayolien, aujourd'hui on a une historiographie sur Fayol très importante, est totalement surprenant de ce point de vue-là, parce qu'à aucun moment, son langage n'est déterminé par un critère de performance. Et donc, en quelque sorte, la révolution qui opère est une révolution plus générale qu'on ne le pense, c'est-à-dire que la modernité nous amène à des formes d'action collective. Certes, elles vont prendre des formes particulières en fonction des détenteurs, des critères, mais dans la pensée, dans la naissance même des sciences de gestion, on refuse de déterminer par le critère le fonctionnement du collectif. Alors, c'est là qu'on touche au cœur. J'ai oublié de citer votre article, Exit to the Past and Voice for the Future, numéro spécial de fin d'année de la Revue française de gestion, coordonné par Alain-Charles Martinet et Pierre-Michel Menger. On évoque le grand détournement, on voit bien cette bascule liée à la traduction, justement. Deux questions. La première, est-ce qu'il n'y a pas un rôle derrière de cette idée que l'entreprise publique, finalement, aux États-Unis, c'est l'entreprise cotée, voilà, qui appartient au public. Donc, un changement de cadre institutionnel qui nous amène aussi à ça. Et est-ce qu'en effet retour, on ne va pas avoir, parce que vous nous évoquez dans ce texte, l'économicisme. C'est là que va passer le grand détournement, c'est-à-dire que l'objectif de l'entreprise va être approprié dans la pensée économique et notamment l'objectif financier, évidemment. Est-ce que derrière, en effet retour, on ne va pas avoir notamment aussi ce New Public Management, c'est-à-dire on va se réimporter, et ça, là on est au cœur de nos sujets actuels. Tout à fait. Alors on peut dire que dans la lancée, malgré tout, ce détournement ne va pas opérer tout de suite. On peut dire que dans la lancée, puisque la publication est en gros de la fin des années 40, dans la période des années 50, dans la période des années 60, on reste encore, en quelque sorte, dans cette idée d'une certaine unité de la science administrative ou des sciences de gestion. Et on le voit tout à fait parce que, par exemple, lorsque un auteur comme Ansoff écrit « corporate strategy », il ne lui vient pas à l'esprit que la corporation,
c'est la société, c'est les intérêts des actionnaires. Et il est encore dans l'idée que la corporation et l'entreprise vont de pair. Et on a de la même façon, on aura dans la réflexion ce qu'on appelle la progressive era aux États-Unis, un développement des politiques d'organisation et d'administration de l'État dans lesquelles on peut discuter à la fois des moyens et des fins. Quand est-ce qu'elle s'opère, la grande dissociation? Et je dirais que les chercheurs en gestion et surtout les chercheurs en stratégie, à la limite, la connaissent bien. C'est le moment où il n'est plus possible de penser une stratégie autonome du dirigeant. Donc toute l'école qui avait en quelque sorte construit l'idée que la stratégie c'était à la fois les moyens et les fins, va être brutalement confrontée à une théorie des fins qui devient identitaire de la firme. On va dire le but de la firme, c'est la maximisation du profit, et même la maximisation du profit, ça conserve un peu une certaine universalité, tandis que la maximisation de la valeur actionnariale, là, ça désigne clairement l'une des parties prenantes de la firme, et là, la stratégie, je dirais, voilà, on a du mal à lui trouver un fondement. Donc, le moment contemporain, justement, et c'est en cela qu'il est fascinant, je crois, c'est qu'on va retrouver une science de gestion qui est à la fois une science des moyens et une science des fins. Et il y a deux voies par lesquelles ce mécanisme va revenir. Une voie traditionnelle, presque ancienne, qui est la prise en compte des processus de création et d'innovation, qui nous ramène au fait que dans le processus d'innovation, on doit partager les fins. C'est-à-dire, je ne peux pas dire à quelqu'un, vous allez être innovateur pour moi. Il va falloir qu'on construise ensemble une cause commune. Et donc, le processus d'innovation est lui-même un processus de construction des fins. Vous ne pouvez pas, à l'avance, en quelque sorte, le prédéterminer. C'est pour ça que je rebondissais sur New Public Management aussi. C'est-à-dire que la façon, tous les débats qu'on a aujourd'hui sur l'hôpital, voilà, c'est bien ce moment de détournement qu'il faut comprendre, où la fin finalement devient extérieure et on n'est plus que dans du réglé. Alors voilà. Tout à fait. Et je pense que l'arrivée du New Public Management était en fait une incorporation de la séparation entre fin et moyen qui avait déjà eu des dégâts qu'il y avait dans l'entreprise privée. Et qu'est-ce qu'on a vu arriver? Des méthodes simplement d'optimisation de la ressource indépendamment des fins d'un hôpital, indépendamment d'un projet hospitalier. Et dans la pratique, ce n'est pas du tout ça qui s'est passé. Heureusement, la médecine, je dirais, à marche forcée, mais elle a quand même forcé le passage à innover. Sur les 20-30 dernières années, l'hôpital s'est considérablement transformé, mais dans des conditions de rapport fin-moyen dont on sait qu'elles ont été très difficiles. Après ce grand détournement, nous allons explorer la voie pour le futur. Merci Armand Hatchuel. Merci Jean-Philippe.